à vocation de développement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire « Comment se différencier auprès des pharmaciens d'officine ». La nouvelle convention pharmaceutique est entrée en application le 7 mai dernier, donc il y a désormais quasiment 2 semaines. Et donc, c'est l'occasion de faire justement le point sur les nouvelles missions qui sont confiées aux pharmaciens d'officine et comment vous différencier auprès de cette cible qui devient une cible d'intérêt, notamment dans le parcours de soins des patients. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de nous présenter. Étant donné que j'ai la parole, je vais la conserver, ce qui n'est pas très galant. Je suis donc Ronan Lequéré, je suis directeur associé de Meditop. Nous sommes une agence de communication spécialisée dans le domaine de la santé. Nous travaillons principalement pour les industriels de santé. Et donc, Charlotte Hennen, je suis directrice associée de Meditop et donc je suis en quelque sorte la version féminine de Ronan. Et nous avons Guenièvre Darbord, qui est chef de produit formation, merci Guenièvre et bonjour, chez Alliance Healthcare France, qui sera notre personne que nous allons, notre intervenante qui va nous faire un retour d'expérience, un retour d'information sur les attentes des pharmaciens et qui nous présentera un projet qui est actuellement en cours chez Alliance Healthcare France à titre de formation justement pour ces pharmaciens d'officine. Bienvenue Guenièvre. Bonjour à tous. Et sans plus attendre, Charlotte, Alors, je te laisse la parole. Le contexte. Pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous avez dû voir que ce sujet, ça fait de nombreux mois qu'on l'avait prévu et c'est vrai que le contexte de la nouvelle convention pharmaceutique a donné un nouvel éclairage sur ce webinaire et a orienté aussi un petit peu les contenus. Néanmoins, on voit que le pharmacien d'officine, c'est un acteur clé au sein du parcours de soins. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va conseiller le patient au comptoir, c'est lui qui va expliquer dans les grandes lignes, par exemple, les petites pathologies, mais aussi du côté produit, c'est lui qui va expliquer tout le mécanisme, le bon usage du produit, c'est lui qui va dispenser, c'est aussi lui qui va décider de switcher, et du coup, c'est un vrai relais de communication auprès des patients. C'est-à-dire qu'entre vous et le patient, bien souvent, il y a le pharmacien, et c'est pour ça que c'est vraiment un acteur clé de communication pour vous. C'est aussi un acteur de premier plan face au patient. Il a des contraintes qui sont devenues des opportunités. Il n'a pas de liberté d'installation, donc il n'y a pas de désert médical pour eux. C'est les professionnels de premier ordre répartis sur l'ensemble du territoire. On l'a d'autant vu avec la crise Covid. Et un autre point, ce sont les porteurs de la digitalisation de la santé. On le verra à d'autres moments au sein de ce webinaire, on reviendra sur ce point-là. Mais par exemple, ils vont vraiment être au premier plan pour accompagner les patients dans leur espace santé, pour aller vérifier que les ordonnances y sont bien, pour expliquer aussi un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'on a tous reçu des mails de créer votre espace santé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Et pour certaines tranches ou certains types de personnes au sein de la population, on sait qu'ils vont se diriger vers les acteurs de santé de premier ordre, soit les pharmaciens. Je précise quand même, en fait, on nous a créé automatiquement un compte à l'EMS. Oui. Là, on a le droit de demander de retirer notre accord après un mois. Les nouvelles missions issues de la nouvelle convention. Donc, on va faire un petit point de rappel. Aujourd'hui, il y a véritablement 3 missions qui sont désormais consacrées et qui sont consacrées notamment grâce, je ne sais pas si grâce est le terme approprié, à la pandémie Covid, puisque les pharmaciens ont démontré durant cette pandémie Covid, durant les confinements, durant les couvre-feux, que c'était des relais majeurs de la prise en charge au niveau du territoire et que c'était véritablement des acteurs qu'on allait voir plus facilement. Ils n'ont pas fermé les portes pendant la pandémie Covid, pendant les confinements, et donc ce sont devenus des acteurs de plus en plus légitimes. C'était déjà légitime précédemment, mais c'est encore plus le cas. Charlotte a précisé justement les 3 missions qui sont renforcées, qui sont véritablement des avancées. C'est ce que évoque l'Ordre national des pharmaciens, c'est rappelé par l'assurance maladie, c'est ce qui est rappelé dans des articles du magazine pharmaceutique, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des rôles majeurs dans la prévention, dans l'accès aux soins et dans favoriser le bon usage. Alors, on verra ce qu'on entend par bon usage. Ce n'est pas forcément la même définition que le bon usage des médicaments au sens des industriels de santé que vous êtes. Donc, on vient de l'évoquer, on ne va pas revenir sur cet aspect-là, mais on va rentrer dans le détail. Donc, aujourd'hui, les nouvelles missions, qui sont les missions de prévention et de conseil, sont celles qui vont permettre, ça donne le droit aujourd'hui aux pharmaciens de pouvoir effectuer des rappels de vaccination
chez la population que sont les adultes, alors au-delà des vaccins vivants, mais c'est véritablement au-delà de la vaccination contre la grippe, ça va permettre justement de pouvoir avoir de plus en plus de points de contact. Et l'ambition aussi, c'est bien évidemment de désengorger les cabinets de médecins généralistes en permettant cette vaccination directement au sein de l'officine. Il y a aussi des ambitions de dépistage précoce. Alors, la première mission, c'est dans le cancer colorectal, où les pharmaciens vont pouvoir distribuer des kits de dépistage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à leur donner des premières missions de dépistage précoce, de détection, et potentiellement, à terme, ça pourrait justement devenir du dépistage et de la détection précoce pour pouvoir adresser plus rapidement des patients chez lesquels on pourrait commencer à suspecter des maladies potentiellement chroniques et d'éviter justement des hospitalisations potentiellement évitables, des hospitalisations lourdes ou alors des arrivées dans des services d'urgence en catastrophe. Donc, cette mission aussi de dépistage. Il y a l'accompagnement des femmes avec des suspicions de cystite simple et plus globalement, en fin de compte, la détection d'infections urinaires. Et il y a un gros enjeu aussi sur la sensibilisation des femmes enceintes aux risques liés à la surconsommation de médicaments. Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les femmes enceintes prennent un grand nombre de médicaments. En moyenne, c'est 6 médicaments chez les femmes enceintes, alors que la logique voudrait qu'elles n'en prennent pas du tout. Il y a d'ailleurs une campagne de communication qui est actuellement diffusée, qui valorise en fait cette information sur le fait que quand on est enceinte, on ne doit pas prendre de médicaments. Et donc, c'est un rôle aussi de relais des campagnes de prévention publique qui est octroyé et confié aux pharmaciens d'officine. Donc, véritablement, un rôle de dépistage, un rôle de prévention, un rôle de désengorgement des cabinets de médecins généralistes et donc, encore une fois, un rôle de premier plan en tant que professionnel de santé. C'est vrai que là, on parle du coup de cette campagne vers les femmes enceintes, mais il faut savoir que dans les tuyaux, on va avoir, suite à cette campagne sur les femmes enceintes, une campagne pour les patients diabétiques. On va aussi avoir une campagne sur les patients et la prise d'opioïdes. Donc, on sait qu'il va y avoir de nouvelles campagnes qui vont être portées également par les pharmaciens et qui, du coup, vont pouvoir répondre à vous à des enjeux aussi par la suite de communication. Tout à fait. Tu viens d'évoquer le diabète, on va voir un petit peu aussi justement des aspects sur le troisième pan qui est le bon usage, qui n'est pas le bon usage, qui est l'accompagnement. Deuxième point, le bon usage des produits de santé. Alors, ce qu'on entend aujourd'hui dans la convention pharmaceutique par bon usage des produits de santé, il y a déjà une mission de vérification de l'authenticité des ordonnances, donc de sécuriser l'accès au traitement d'une part et aussi d'éviter la fraude en se faisant potentiellement prescrire des médicaments qui sont très chers et en essayant de détourner des fonds. Alors, c'est aussi un des relais justement de la digitalisation de la santé qu'évoquait Charlotte précédemment, puisque la vérification de l'authenticité des ordonnances, concrètement, ça nécessitera et ça nécessite dès à présent de se connecter à l'espace numérique de santé des patients pour aller vérifier que cette ordonnance est disponible dans son ENS. Et donc, quelque part, c'est aussi amener les médecins de tout ordre à commencer à déposer les résultats d'examen, les ordonnances, les résultats d'imagerie sur l'ENS et plus spécifiquement au sein de cet ENS dans le dossier médical partagé qui reste quand même une ambition de déployer ce DMP de manière beaucoup plus intense que ce qu'on a pu constater au cours des dernières années. Donc, c'est un moyen, encore une fois, de pouvoir faciliter l'accès et la centralisation de toutes les données de santé au sein de cette ENS via cette mission qui est confiée aux pharmaciens d'officine. D'autre part, il y a un élargissement de la liste des médicaments qui sont éligibles au grand conditionnement. Et ça, c'est particulièrement important pour les patients qui ont des pathologies chroniques dont le traitement est stabilisé et qui aujourd'hui doivent potentiellement se présenter une fois chaque mois pour faire un renouvellement d'ordonnance et réaccéder à tout leur traitement. C'est vrai que ça peut être compliqué pour ces patients parce que c'est forcément une contrainte. Je pense que vous l'avez vu si vous allez dans vos pharmacies, les files d'attente sont de plus en plus longues parce que véritablement ce rôle de professionnel de santé de premier ordre a été consacré et on vient de plus en plus demander conseil directement à l'officine. Et donc, avoir accès à des grands conditionnements, ça permet justement d'éviter de revenir pour des patients qui sont rompus à leur traitement, qui maîtrisent aussi leur traitement et qui sont observants, de pouvoir accès à des plus grands conditionnements. Et à l'inverse, il y a la dispensation des médicaments à l'unité. Alors, on pourrait commencer à évoquer de la médecine personnalisée, même si c'est peut-être un peu excessif comme approche,
Mais en tout cas, c'est de pouvoir dire, on va dispenser des médicaments non plus dans des logiques de pouvoir fournir un grand volume de médicaments, même si on resterait sur un mois, mais de pouvoir justement adapter les traitements en fonction des personnes et favoriser encore une fois cette observance. Alors, il y a énormément de levées de boucliers par rapport à cette mission de la part des pharmaciens d'officine, puisqu'il y a une organisation logistique qui doit être mise en place à l'officine, mais il y a cette ambition justement de pouvoir aussi réduire le gaspillage, de réduire aussi potentiellement les déchets concernant les médicaments et d'éviter aussi le fait qu'on prescrit trop de médicaments qui ne sont pas consommés. Et ça rejoint le dernier point, qui est l'adhésion à une démarche de qualité qui doit être mise en place à l'officine, qui est une démarche globale qui va permettre justement de pouvoir rentrer dans une procédure d'assurance qualité dont la gestion des déchets, la collecte des déchets et le retraitement des déchets fait aussi partie. Donc, il y a cet enjeu écologique de développement durable qui est aujourd'hui confié aux pharmaciens d'officine dans cette logique aussi potentiellement de décarbonation de l'économie. J'aurais toujours du mal à le dire celui-ci. Enfin, des missions d'accompagnement des patients dans leur parcours de soins, dans leur parcours de santé et même potentiellement dans leur parcours de vie. Un premier point, on parlait de digitalisation et de support à la digitalisation de la santé, c'est aussi l'assistance à la téléconsultation en officine. On a vu pendant la pandémie Covid qu'il y avait énormément de règles d'exception qui avaient été mises en place sur cette téléconsultation parce que les populations n'étaient pas toujours équipées d'ordinateurs, n'étaient pas toujours équipées de webcam et qu'on pouvait finalement faire de la téléconsultation via téléphone, c'était une mesure d'exception. Et donc l'ambition avec l'assistance à la téléconsultation, c'est de pouvoir fournir des moyens aux populations qui sont potentiellement dans des déserts numériques, dans des déserts médicaux qui n'ont pas les équipements, de pouvoir facilement accéder à un médecin en se rendant en officine. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les populations les plus âgées, pour les populations défavorisées, pour les populations chroniques et pour les populations, comme je viens de l'évoquer, en déserts médicaux, parce que ça va permettre justement d'accéder potentiellement plus facilement à un médecin et donc de bénéficier d'un rendez-vous plus rapide qui sera en plus accompagné par un pharmacien d'officine, téléconsultation / téléexpertise. Il y a un élargissement aussi sur les missions de pharmaciens correspondants avec notamment un renouvellement des traitements chroniques et l'ajustement des posologies. Alors là, il y a des levées de boucliers, non pas des pharmaciens, il y a des levées de boucliers plutôt du côté des médecins, puisque quand on est sur des traitements chroniques, effectivement, il y a certaines pathologies ou certains traitements sur lesquels ça peut être tout à fait adapté, notamment les AVK, notamment dans le diabète, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans le diabète, les patients sont de plus en plus autonomes. C'est d'autant plus vrai, notamment avec les dispositifs médicaux qui capitalisent sur de la data et qui permettent d'avoir une boucle continue. Mais il y a cet enjeu-là. Et vous avez cet enjeu, on va le voir aussi, de pouvoir fournir de l'information pour que le renouvellement des traitements chroniques ou l'ajustement des posologies soit bien maîtrisé par les pharmaciens pour qu'ils aient toutes les datas et qu'ils puissent prendre les décisions en toute connaissance de cause. Et il y a un dernier point, c'est la dispensation à domicile pour des patients qui sont intégrés dans les programmes PRADO. Alors, pour rappel, les programmes PRADO, ce sont des programmes d'accompagnement des patients en sortie d'hospitalisation, donc en retour à domicile. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir justement se rendre à domicile chez ces patients pour pouvoir apporter les traitements, assurer potentiellement un suivi aussi de ces patients, identifier des décrochages, identifier des effets secondaires. C'est notamment particulièrement vrai aussi chez les patients qui sont pris en charge en oncologie avec des traitements oraux qui peuvent avoir des effets indésirables et étant donné qu'ils ne sont plus en structure hospitalière, peuvent potentiellement être inobservants. Donc, il y a aussi cette mission-là d'accompagnement de ces publics et puis d'accompagnement, encore une fois, de personnes qui peuvent potentiellement pas se déplacer suite à une intervention chirurgicale, de personnes qui potentiellement sont des personnes âgées, de personnes qui sont potentiellement des personnes fragiles. Donc voilà pour faire un tour d'horizon sur les nouvelles missions des pharmaciens d'officine et quelles sont les opportunités de communication que ça vous offre. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de pathologies, de produits, de services qui vont être offerts par les pharmaciens d'officine et qui vont vous permettre justement de multiplier les points de contact à travers les pharmaciens d'officine avec les patients. On a vu la vaccination, on a évoqué les femmes enceintes, mais on a parlé du diabète et on a parlé demain des personnes qui ont des traitements opioïdes.
Il y a des missions aussi sur les compléments nutritionnels oraux avec la possibilité d'adapter les posologies et les traitements, le dépistage précoce et les infections urinaires de tout ordre. Donc, en fait, les pharmaciens d'officine deviennent un relais de communication important pour vous, industriels de santé. Et il y a un enjeu aussi, puisque aujourd'hui, ils adressent déjà énormément de patients, mais il va y avoir un focus auprès des femmes enceintes, avec les personnes âgées, les personnes fragiles et les patients chroniques. Donc, il y a une possibilité aussi, encore une fois, de pouvoir communiquer auprès de ces cibles de patients finaux à travers ce professionnel de santé, comme vous pouvez le faire actuellement, notamment avec les médecins. Du coup, ces nouvelles missions, elles vont engendrer de nouveaux besoins pour les pharmaciens d'officine. Les nouvelles missions, les pharmaciens vont du coup avoir un besoin d'information et un besoin de formation. Pourquoi ? Parce que ces nouvelles missions, elles vont avoir des conséquences à la fois sur le pan relationnel et sur le pan opérationnel. Sur le pan relationnel, on va être sur des missions qui sont plus en frontal avec le patient. Ils vont devoir les accompagner, ils vont devoir savoir expliquer, savoir comprendre et vraiment savoir dispenser l'information. Il va y avoir toutes les conséquences au niveau de l'accompagnement du patient et de sa pathologie. Donc, il va falloir aussi connaître les bases et avoir des informations à remettre pour accompagner le patient en dehors de l'officine. Et il va y avoir tous les nouveaux entretiens pharmaceutiques où là aussi, il va y avoir ce besoin de nouveaux besoins relationnels. Les conséquences d'un point de vue opérationnel, ça va être tout ce qui va être la gestion des plannings, parce que qui dit nouveaux entretiens pharmaceutiques dit des pharmaciens d'officine qui ne sont plus au comptoir, mais qui sont en arrière-plan. On a la gestion des stocks, la gestion des commandes, donc il va aussi y avoir toutes ces conséquences opérationnelles-là. Mais du coup, comment se différencier ? Pour se différencier, il va vraiment essayer de falloir répondre aux 3 enjeux. Les 3 enjeux, ça va être la promotion sur le lieu de vente pour communiquer sur les nouvelles missions du pharmacien d'officine. Tout ce qui va être l'information pour accompagner la crédibilisation du discours santé du pharmacien. Et enfin, le 3e point, ça va être la formation pour développer les compétences attendues du pharmacien. Vous allez vraiment pouvoir vous positionner sur ces 3 enjeux-là pour accompagner le pharmacien et vraiment vous placer comme partenaire. Quand on parle de la promotion sur le lieu de vente pour promouvoir les nouvelles missions, il faut savoir qu'un patient qui est exposé à une communication à la pharmacie, qu'on va appeler point of care, sont plus enclins à discuter avec le pharmacien du coup de la pathologie ou du message qu'il aura vu en pharmacie à 82% et à être plus observant à 34% grâce justement à tous ces messages d'observance qui pourraient être dispensés par de l'affichage, par du marquage au sol et autres, rappelant l'intérêt de cette bonne observance. Un autre chiffre qui n'est pas indiqué mais qui est important, c'est que tous les médias des point of care, donc par exemple de la pharmacie, restent considérés à 93% comme étant les plus fiables. C'est-à-dire que c'est vraiment considéré comme une donnée de santé, une information santé de qualité. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu pour vous de pouvoir communiquer via les pharmaciens jusqu'aux patients. Mais ce qui va être intéressant, et là c'est aussi là-dessus qu'on veut discuter, c'est que ces nouvelles missions du pharmacien, il va falloir les crédibiliser, les faire connaître aux patients. C'est-à-dire que les nouveaux entretiens pharmaceutiques, le nouvel accompagnement du pharmacien, il va falloir en faire la promotion parce que nous, dans notre cercle, on le sait, on connaît cette nouvelle convention pharmaceutique, on a vu et on les connaît maintenant, ces nouvelles missions, mais un patient lambda qui va en pharmacie, il ne va pas les connaître, il ne va pas le savoir. Du coup, il va falloir accompagner aussi le pharmacien sur l'explication de ces nouvelles missions et dans quel cadre elles entrent. Pour cela, on va pouvoir, par exemple, développer des supports de weight marketing. Le weight marketing, c'est tout l'affichage, tout le marquage qui va être vu pendant le moment d'attente. C'est-à-dire qu'on attend toujours, il y a toujours 1 ou 2 personnes, voire plus avant nous, en fonction des pharmacies, avant qu'on puisse atteindre le comptoir. C'est ce qu'on appelle le weight marketing. Et là, du coup, il y a un vrai enjeu, que ce soit sur les écrans digitaux. On voit de plus en plus de pharmacies qui sont équipées d'écrans. Donc là-dessus, on va pouvoir leur fournir des messages clés qui vont vraiment pouvoir expliquer les nouvelles missions du pharmacien. On peut également faire des supports de présentation à l'accompagnement, donc vraiment des remis, des prospectus qui pourraient être mis sur le comptoir. On peut faire du marquage au sol et il ne faut pas aussi délaisser les sites internet des officines. Maintenant, grâce au groupement, c'est vrai qu'il y a les officines ont beaucoup développé ce côté digital de
de leur pharmacie avec des sites vitrines. Sur ces sites, ils mettent de l'information et du coup, ils ont parfois des articles, ils ont parfois des blogs sur lesquels ils peuvent communiquer. On peut leur proposer justement de rédiger des articles très courts pour expliquer ces nouvelles missions. Donc, il y a vraiment ce pan-là d'accompagnement. Donc, on est vraiment sur le côté partenariat avec le pharmacien on vous a entendu, on sait vos nouvelles missions et on est là pour vous accompagner et pour justement faire le relais jusqu'au patient. En plus des sites internet, il y a aussi les revues internes de tous ces groupements pharmaceutiques qui éditent désormais quasiment mensuellement ou trimestriellement des revues avec tout un tas de contenus qui permettent justement de diffuser et de sensibiliser à toutes ces nouvelles missions. Oui. Le deuxième point, c'est les aider à la communication, informer pour accompagner et crédibiliser le discours santé. Là, il va falloir fournir des outils et des supports dont les pharmaciens vont avoir besoin pour travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des remis patients, par exemple, pour d'un côté, expliquer la pathologie couverte, mais avec un focus nouveau rôle de votre pharmacien. Par exemple, sur une pathologie chronique, on peut très bien donner un remis au patient qui explique dans les grandes lignes sa pathologie et un petit focus de le pharmacien est là pour vous accompagner, pourquoi pas en discuter autour d'un entretien et pour montrer que on peut les accompagner, que le pharmacien a réellement ce rôle de professionnel de santé, qu'il connaît sa pathologie et qu'il est là plus facilement parfois qu'un médecin pour l'accompagner. Ça peut aussi être des infographies, des checklists. Je ne vais pas revenir, on avait fait il y a quelques mois un webinaire sur les snackable contents, on est clairement là-dessus, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de donner un document qui fasse 15 pages et qui soit très, très exhaustif. L'idée, c'est vraiment de donner des supports utiles à la fois pour le pharmacien et à la fois en remis pour le patient. Ça peut être par exemple des supports focus observance. C'est quoi l'intérêt? Des petits tips pour être plus observant. Par exemple, dans le cadre de l'asthme, il y a des traitements à prendre le matin et le soir. Eh bien, on peut dispenser un traitement qui va être mis, par exemple, dans la cuisine à côté du petit déjeuner et l'autre dans la salle de bain à côté de la brosse à dents pour justement qu'on n'oublie pas de prendre à la fois le matin et le soir. Ça peut être vraiment des supports très utiles, très pratico-pratiques pour que le pharmacien puisse complètement se positionner comme acteur de santé par rapport aux patients. Je complète parce qu'il y a aussi des points, c'est qu'on a évoqué le cancer colorectal, on évoque le diabète, on évoquera demain les traitements sous opioïdes. Il faut aussi qu'ils puissent comprendre les données clés de chacune des pathologies, des traitements disponibles. Alors, les traitements, ils sont pharmaciens, ils les connaissent, mais pour pouvoir, encore une fois, avoir un discours qui est véritablement de plus en plus légitimé. Tout comme vous formez vos équipes terrain lorsqu'elles vont voir des professionnels de santé, eh ben, on va devoir accompagner aussi la formation de ces pharmaciens pour prendre une nouvelle carrure, justement, sur la dimension médicale. Et quelle belle transition sur du coup la formation pour développer les compétences attendues des pharmaciens. Parce que, donc on a vu, il faut promouvoir auprès des patients ces nouvelles missions, il faut leur donner des supports pour pouvoir communiquer ces nouvelles missions, mais aussi de communiquer pendant ces entretiens pharmaceutiques des remis vers les patients, mais il va aussi falloir former les pharmaciens aux nouvelles compétences. Pour ça, il faut, encore une fois, on est sur du pratique, des arbres décisionnels sur les nouvelles pathologies adressées, des formations sur les nouvelles pathologies, sur les risques iatrogéniques, expliquer par exemple les décrochages d'observance, à quel moment ça arrive, quels pourraient être les points à connaître, les points à vérifier pour être sûr que le patient qu'on a en face de nous, il ne soit pas en décrochage. On est vraiment sur à la fois des compétences de fond très médicales, mais également des compétences complètement relationnelles. Par exemple, les phrases clés, des questions ouvertes par rapport à l'observance, essayer de ne pas faire des questions fermées. Donc, il y a plein de choses qui sont à la fois médicales et à la fois relationnelles qui vont être attendues de la part des pharmaciens pour justement se former et s'informer sur les nouvelles compétences. Du coup, par quel biais? Bien évidemment, par vos équipes terrain, la force de vente, l'allocation d'adresse postale email, la presse professionnelle. Tout ça, ça ne change pas. C'est-à-dire que les biais, les messages, la manière de diffuser, les canaux, merci, ces informations, ils ne vont pas changer. Ça va être vraiment, pour se différencier, ça va être de vous placer comme partenaire très rapidement sur ces nouveaux enjeux et avec des supports qui soient vraiment pensée comptoir, c'est-à-dire vraiment pas descendant, mais ascendant. C'est qu'est-ce qu'a besoin le pharmacien pour travailler et aller dans ce sens-là. Du coup, je vais laisser la parole parce qu'il y a une complète transition avec tous ces points-là. Non, et on accueille Guenièvre. Guenièvre, je te laisse te présenter à notre audience, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, Guenièvre d'Arbor. Je suis actuellement chef de produit formation chez Alliance Healthcare France
et donc notamment sur le développement d'une plateforme de formation qui est destinée aux pharmaciens d'officine et leurs équipes, et donc toute la mise en œuvre et l'adaptation de l'offre de formation, notamment qu'on peut retrouver sur cette plateforme. Et avant ça, j'ai été pendant 6 ans chef de projet sur le pendant relations auprès des professionnels de santé, donc toute la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle des communications et des activations qu'on pouvait faire sur les médecins, les spécialistes et les pharmaciens chez Johnson & Johnson Santé Beauté France pour plusieurs marques de produits OTC. Merci. Alors, on a des premières questions. On voudrait avoir ton retour d'expérience, justement, parce qu'on a beaucoup parlé de contenu. Donc là, on est vraiment sur le fond. Quand tu proposes, quelles sont les attentes finalement des pharmaciens en termes de contenu? Quels sont les contenus qu'ils attendent d'avoir justement de la part des industriels de santé? Ils attendent vraiment du pratico-pratique. Il ne faut pas se le cacher. Tout ce qui va être trop promotionnel et où on va enrober beaucoup trop le message, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils n'ont pas le temps. Ils sont, pour certaines officines, en sous-staff. Ils ont des problèmes de recrutement. Donc, ils vont vraiment avoir besoin de votre part d'avoir les informations essentielles sur les pathologies et sur vos produits. Ils veulent du pratico-pratique. Leur formation initiale ne va pas leur permettre forcément une expertise sur tout, ce qui est normal. Et donc, du coup, le besoin, il est d'avoir de l'information qui va leur permettre d'avoir la bonne communication. Et ça, c'est un élément clé. La bonne communication en tant que professionnel de santé auprès des patients. Ce qui va vous servir aussi, puisque au final, le pharmacien est un relais de votre communication. Donc, plus vous lui apportez les bons éléments et les éléments les plus pratiques, et plus le message délivré in fine au patient sera le plus clair et le plus impactant. Merci. Alors là, on était sur le fond. Maintenant, sur la forme, est-ce que toi, tu as des supports, des outils de communication qui finalement font mouche, pour lesquels il y a une véritable appétence des pharmaciens d'officine? Et si oui, lesquels? Alors, ça ne va pas être tant un support particulier qui va faire mouche, mais ça va plutôt être en fonction de vos objectifs, le support va faire mouche ou non. Si on est sur un objectif de notoriété, ça ne sert à rien de donner à votre pharmacien une brochure de 15 pages comme vous en parliez. Pour la notoriété, on va être sur des formats courts, sur de l'impactant. Donc, on va plutôt aller sur du digital, de la bannière, par exemple, sur les sites professionnels de santé dédiés aux pharmaciens, sur des vidéos courtes, voilà, vraiment du message court et ludique pour que ce soit vraiment retenu, parce qu'il ne faut pas se le cacher, vous êtes nombreux à vouloir communiquer auprès de cette cible. Donc, plus votre message va être impactant et ressortir, mieux votre message passera. Si on est plutôt sur une volonté d'aller éduquer le pharmacien pour qu'il éduque le patient, là, on va être plutôt sur des remis patients et toujours sur de la brochure la plus courte possible. Si vous lui apportez de l'information à l'intérieur de pathologie, donc ce qu'on appelle l'information environnementale, il va toujours falloir mettre ces informations en produit, rentrer par quel est le besoin du pharmacien et en quoi vous allez finir par lui répondre avec votre produit. Ça peut également être des formats plus courts, comme par exemple, nous, on avait fait des formats blouse, poche de blouse. Vous allez avoir un petit encart qui va sortir. Ça va les interpeller parce que du coup, vous avez votre message sur votre carte pour le pharmacien, mais lui, il va pouvoir montrer via le petit encart un message impactant pour le patient. Donc, ça va aussi permettre d'entraîner un dialogue patient-pharmacien qui va lui permettre de délivrer vos messages. Tout ce qui est PLV également, ça va lui permettre au pharmacien d'amorcer un dialogue avec le patient et donc aller faire cette éducation patient. Également, les vidéos que vous pouvez diffuser en officine. On va avoir ensuite l'objectif d'informer et former. Donc là, ça va plutôt être des supports où on va plutôt même être sur des programmes de type CRM où vous allez pouvoir mixer justement ces supports et faire aussi en fonction de l'appétence du pharmacien. Parce que vous allez encore avoir des pharmaciens qui vont être très papier et des pharmaciens qui sont beaucoup plus sur le volet digital. Donc, vous allez pouvoir mixer sur des campagnes d'emailing, de phoning, de mailing et mixer à l'intérieur tous les messages que vous voulez. Soit une première fois, on va être sur de la notoriété, donc on va être sur un message court. Une deuxième fois, je vais vouloir lui apporter de l'éducation, donc je vais joindre une brochure patient, par exemple, à ma communication, ainsi de suite. Et enfin, si vous êtes beaucoup plus sur, et c'est ce qu'on a vu dans le webinaire, une approche de formation, puisque
il faut le savoir, le pharmacien n'a pas, comme je dis dans sa formation initiale, l'exhaustivité des pathologies, des produits, et puis il y a des nouveautés chaque jour. Ils ont besoin d'actualiser leurs connaissances. Ils ont l'obligation de l'actualiser via l'obligation DPC. Et donc là, sur tout ce qui est formation, il va falloir leur apporter vraiment l'éducation pathologie et produits. On va être sur des formats plus fiches pratiques, e-learning pour aussi répondre à cette problématique de gain de temps, où ils vont pouvoir aller faire ça à leur rythme sur la pause midi ou le matin ou en soirée, une fois que la journée à l'officine est terminée. Il y a les formats Serious Game qui ont ce côté un peu plus ludique et éducationnel. Ensuite, sur du semi-distanciel et présentiel, on va avoir le webinar. Mais là, vous allez être plus sur une information descendante et un peu moins d'échange, même si bien entendu, il y a toujours une partie de questions-réponses. Ou alors ce qu'on appelle les classes virtuelles, où là, vous avez l'impact du présentiel. On est sur des nombres de participants beaucoup plus faibles que sur un webinar. Et donc, c'est vraiment un cours en ligne. Donc, vous allez vraiment avoir l'intervenant qui va avoir une interaction beaucoup plus qualitative avec les apprenants. Et enfin, bien entendu, le format présentiel pour la formation qui reste quand même une demande des pharmaciens, même si on l'a vu avec les actualités Covid, ce n'est pas forcément le format le plus pratique, mais ça revient, la demande revient quand même de plus en plus. Et ça, c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en place avec des groupements, parce que le problème du présentiel, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça a un certain coût. Et pour que ça reste rentable en termes pour vous de dépenses et aussi qu'il y ait suffisamment d'apprenants et que le message soit délivré, ce qui est quand même le but in fine. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire, par exemple, par partenariat avec des groupements qui, eux, vont avoir cette force de conviction et d'adhésion de leurs adhérents, et donc avoir un peu plus de public sur ces formats-là. Guenièvre, j'ai une question parce qu'on a eu une question sur le chat par rapport au e-learning justement, et avec quel format privilégier, parce qu'on sait que le DPC, c'est des heures de formation pour pouvoir être éligible. Oui. Du coup, ils ont l'habitude, entre guillemets, de faire des formations qui sont assez longues, mais est-ce que toi, tu aurais un format à privilégier, par exemple, entre du e-learning, du serious game, et sur un timing, parce que c'est vrai qu'on parle de formation straight to the point de 10 minutes, mais oui, dans les faits, c'est ce qu'on veut, on sait très bien qu'au final, on n'y arrive pas. Du coup, est-ce que toi, tu as des guidelines par rapport à ça? Alors, ça va vraiment dépendre plutôt de ce que vous allez, du format du e-learning, j'ai envie de dire du contenu du e-learning. Par exemple, nous, on va avoir des e-learning qui, au total, font 4 heures. Dire 4 heures de e-learning, c'est énorme. Oui, mais en fait, c'est 4 heures découpées en plusieurs modules. Et dans les modules, on va avoir un enchaînement de formats. On va avoir de la vidéo, on va avoir un petit quiz, on va avoir un peu plus descendant de la diapo classique. Mais en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pas tant la durée, tant que le contenu à l'intérieur reste pédagogique et ludique. Si effectivement, vous n'avez qu'un diaporama de 2 heures où il ne fait que cliquer et répondre de temps en temps à une ou deux questions, bien entendu, vous allez le perdre. À l'intérieur, voilà, il va falloir mixer des formats vidéo, du quiz et ainsi de suite. Ensuite, pour tout ce qui va être format webinar ou classe virtuelle, nous, on préconise vraiment des formats courts, en tout cas, parce que vous allez être en formation laboratoire et pas en formation DPC, puisqu'effectivement, ça, ils ont l'habitude de formations qui durent 1h30 réparties, et ça en 3 parties. Donc, ils vont faire comme ça, du 3 fois 1h30, mais c'est sur 3 semaines. On leur fait tous les mardis, ils ont une fois 1h30. Ils ont cette habitude-là. Vous, en tant que laboratoire, bien entendu, vous ne pouvez pas arriver en disant bonjour, je vous fais une formation de 2 heures. Donc, sur ces formats-là, on préconise plutôt du 45 minutes en comptant une demi-heure de présentation et le quart d'heure classique d'échange. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus fonction vraiment de ce que vous allez mettre dedans, notamment pour le e-learning, qui fera que la durée sera plus ou moins acceptée. Si vous êtes sur quelque chose de très basique avec peu d'interaction, là, partez sur du e-learning très court, la demi-heure, ça va être du max. Si vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'interaction à l'intérieur, même si ça reste distanciel, là, vous pouvez monter un peu plus. Sachant que l'avantage du e-learning, c'est qu'ils peuvent le commencer, s'arrêter et le relancer 2 jours ou 3 jours après. Donc, c'est ça aussi, c'est comment vous allez rythmer le e-learning à l'intérieur en le découpant en plusieurs modules s'il est plus long. Ça leur permet aussi, eux, de se dire, aujourd'hui, je fais 20 minutes, c'est la première partie, et puis dans 2 jours, je fais mes 20 minutes de la deuxième partie, et ainsi de suite.
nous, on met aussi en place sur des projets e-learning qu'on a l'occasion de monter, des relances quand on voit des parcours qui ne sont pas poursuivis. Ça me fait penser au panier e-commerce. Vous savez, souvent, quand vous avez abandonné un panier e-commerce, vous avez des relances sur des e-learning justement pour favoriser l'engagement pour aller jusqu'au bout. Il y a ce type de choses-là et on peut aller aussi sur de la gamification. On a évoqué du serious game, mais il peut y avoir du e-learning gamifié où on va justement rétribuer avec des récompenses, avec des badges, avec des leaderboards qui peuvent devenir intéressants. Et il y a les formats hybrides. Tu as évoqué des classes virtuelles. On peut tout à fait intégrer des classes virtuelles dans des modules e-learning où on va justement réunir tout le public des apprenants sur une session qui peut durer une demi-heure. Pour répondre aussi pour moi à cette demande sur le e-learning, c'est que la durée va dépendre de l'objectif parce qu'on dit un module, un objectif, il ne faut pas démultiplier, il ne faut pas qu'on se dise qu'à la fin de la formation, la personne elle doit comprendre, pouvoir expliquer, retranscrire et synthétiser. C'est vraiment un objectif, un module. Je me permets juste une petite aparté parce qu'on fait aussi une série de podcasts. Le dernier podcast est sur les 5 clés à savoir sur le e-learning. Du coup, voilà, pour ceux qui se posent des questions là-dessus, on a en 7 minutes tout ce qu'il faut savoir sur le e-learning. Et du coup, j'avais juste une dernière question parce que c'était comment motiver le pharmacien à suivre le e-learning compte tenu du peu de temps dont il dispose. Et je pense, alors tu me dis si je me trompe, mais que le pharmacien, contrairement aux autres professionnels de santé, ils sont beaucoup plus enclins à faire ce type de formation parce que leur mission se développe et du coup, ils ont l'habitude de ce type de support. Donc, contrairement à, par exemple, un spécialiste où il va plutôt participer à des déjeuners où on va approfondir un sujet, le pharmacien, il a déjà, entre guillemets, en lui depuis plusieurs années, le fait de cette démarche de formation e-learning. Donc, il faut le motiver en indiquant vraiment c'est court, c'est succinct, c'est pratique et vous ressortez avec des documents à télécharger et en 20 minutes, vous saurez faire ça et comment en discuter au comptoir. Mais en soi, il n'y a pas de plus d'éléments à faire, entre guillemets, que par rapport à, par exemple, un médecin spécialiste. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Et je compléterai juste en disant, justement, il a peu de temps. C'est un module qui lui permet de ne pas être bloqué non plus pendant X temps. Si jamais il doit mettre en pause pour aller servir au comptoir parce que d'un coup, il y a trop de monde, il met en pause, il va servir au comptoir. Donc, c'est aussi un format qui rentre dans cette démarche de gain de temps puisqu'on va lui apporter quelque chose de plus court et il va se former à son rythme, en fait. Donc, il y a vraiment ce levier-là qui peut aussi être utilisé justement, vous avez peu de temps, c'est le format idéal puisque à tout moment, vous pouvez l'arrêter et le reprendre à votre rythme. Je pense que tu as répondu aux questions concernant les canaux d'adressage. Tu as parlé de stratégie multicanal, omnicanal. Tu as parlé de mailing, de phoning, de vidéo, emailing. Donc, ce que je propose, c'est que tu puisses nous présenter justement le projet que vous avez actuellement en interne côté Alliance Healthcare. Oui. Donc, comme je disais, je suis chez Alliance Healthcare Formation, donc, qui est un organisme de formation indépendant. Donc, on a ce volet organisme de formation et notamment, on apporte des formations DPC pour les pharmaciens d'officine et leurs équipes. Et nous avons lancé la plateforme My Alliance Academy, qui est une nouvelle plateforme 100% digitale et qui va permettre de retrouver toutes nos formations sur une plateforme unique. Donc, les formations DPC et prises en charge, parce qu'il faut savoir que c'est prise en charge par le DPC pour les pharmaciens titulaires, mais il y a également d'autres possibilités de financement pour les adjoints, les préparateurs, donc le reste de l'équipe officinale. Donc, on va leur apporter ces formations qui sont adaptées au contexte de DPC, qui sont faites sur mesure. Il y a une prise en charge et une gestion administrative. Et sur cette plateforme, nous avons la possibilité d'intégrer des formations de nos partenaires. Et c'est justement ce que vous voyez sur cette diapositive. Donc, un côté organisme de formation et un côté organisme plateforme partenaire. Donc, sur cette partie-là, vous allez pouvoir héberger tout type de support et tout type de formation que vous pourriez avoir. C'est donc de la fiche pratique, du e-learning, de la classe virtuelle, du webinar. Ça va vraiment être une plateforme qui vous permet d'héberger vos contenus et d'héberger vos formations. Et là où il y a un intérêt aussi pour le pharmacien, c'est que de l'autre côté, il va avoir le pendant organisme de formation. Et donc, notamment, si je prends l'exemple des nouvelles missions du pharmacien, nous, on a déjà identifié les formations qui vont avoir un intérêt et sur lesquelles on a déjà des demandes depuis des pharmaciens, notamment les entretiens femmes enceintes au comptoir. Donc, c'est des
formations qui vont exister côté organisme de formation et sur lesquelles vous pouvez complètement apporter des informations et des formations produits sur la partie partenaire. Et ça va vraiment répondre aussi à ce besoin 360 de formation et d'information du pharmacien, puisque nous, on va lui apporter la pratique et le métier, entre guillemets, mais ils ont bien entendu besoin de se former sur tout l'arsenal thérapeutique qui peut exister. Et c'est là où vous allez avoir une plus-value et une possibilité, du coup, d'hébergement sur cette plateforme. Merci, Guenièvre. Donc, en conclusion, Charlotte. Du coup, en conclusion, la nouvelle convention pharmaceutique, comme on l'a vu, ça conforte le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé clé. Pour mener à bien cette nouvelle mission, il va avoir besoin d'accompagnement avec plusieurs choses, comme on les a détaillées tout au long de ce webinaire, des supports courts, synthétiques et utiles. C'est-à-dire qu'un arbre décisionnel, c'est parfait. On oublie les prospectus qui vont faire énormément de pages et où ils ne vont pas savoir où est l'information utile à leur pratique. Des supports qualitatifs que l'équipe officinale pourra conserver. C'est-à-dire qu'on privilégie des supports qui sont pratiques, que l'on peut ranger, qui sont qualitatifs, que ce soit par exemple sur le grammage du papier, que ce ne soit pas des choses où très vite on se dit bon, c'est un flyer, je le jette. Non, c'est quelque chose de qualitatif qu'on garde sur le bureau, qu'on va pouvoir prendre et reprendre en main régulièrement. Et ensuite, des formations utiles et différenciantes pour toute l'équipe. On a beaucoup parlé de e-learning. C'est vrai qu'on propose aussi parfois des serious games. Les serious games, ça permet aussi de se mettre beaucoup plus en condition parce que voilà, on peut se projeter, on peut faire des serious games de 4 comptoirs où vraiment on va jouer un 4 comptoirs de manière assez rapide où il va falloir gagner des points, savoir comment répondre. Donc voilà, on peut aussi gamifier entre guillemets ce que les pharmaciens ont l'habitude de voir en e-learning. Il faut savoir qu'ils ont cette obligation de DPC. Le DPC, ce sont des formations qui sont assez redondantes, entre guillemets, qui sont assez du PowerPoint. Il y a rarement ce côté gamifié qu'ils attendent aussi. Donc, c'est pour ça que ce moyen de communication est un bon vecteur aussi pour toutes ces nouvelles missions et ces nouvelles formations. Il y a une question. Oui, justement. C'est pour ça que Charlotte bloque. Je me permets d'expliquer un petit peu à notre auditoire. Effectivement, il y a une question sur est-ce qu'on peut passer le lien à My Alliance Academy, s'il vous plaît. Guenièvre, je te laisse répondre si on peut le faire. Et si on peut le faire, on le transmettra dans l'email de remerciement. Alors, vous ne pourrez pas avoir accès, vous, en tant qu'industriel, directement au site, puisque c'est un compte apprenant pour pharmaciens, notamment sur la partie organisme de formation. Mais en tout cas, Ronan et Charlotte auront toutes les informations pour vous les transmettre. Et bien entendu, je suis disponible pour toute prise de contact et explication un peu plus approfondie si besoin de la plateforme. Donc, on transmettra tes coordonnées, Guenièvre, dans l'email de restitution. Merci. Alors, vous avez posé des questions et vous avez compris qu'il fallait utiliser le module de chat pour pouvoir poser vos questions puisque vous n'avez pas accès ni à la caméra ni au micro. N'hésitez pas à poser vos autres questions sur ce module de chat. Il est 9h42, il nous reste approximativement 3 minutes si on veut tenir l'objectif de finaliser ce webinaire à 9h45. Donc voilà, on espère que ce webinaire vous a plu. En attendant vos éventuelles questions, Guenièvre, on te remercie énormément pour ton témoignage, ton retour d'expérience et la présentation de la plateforme My Alliance Academy. Voilà, merci je ne vois pas d'autres questions, mais puis on va prendre l'orage dans quelques secondes, je pense. Ah, si. Bonjour, avez-vous mené une étude auprès des pharmaciens pour connaître leurs attentes digitales, présentielles, gamification? Guenièvre, est-ce que toi, tu as pu mener? Et ça me fait penser à autre chose que je réévoquerai juste après, par contre. Non, j'ai pas d'études sur ça. Alors, sur la partie digitale présentielle, nous là justement, on est en plein dans notre enquête annuelle sur les besoins de formation. Et pour l'instant, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a quand même encore un bon 50% présentiel, 50% distanciel. Donc, les pharmaciens veulent du 50-50. On a encore des irréductibles pour à peu près une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents qui sont encore sur du présentiel et à peu près le même équivalent sur le 100% digital. Donc, la majorité, là, pour l'instant, elle est encore sur du 50% digital et 50% présentiel. Ils aiment ce mix des deux. Sur la partie gamification, en revanche, je ne vais pas avoir de données.
Je ne sais pas si vous, côté Meditup, vous avez ce genre d'infos. Nous, on a les formats préférés par les médecins. On n'a pas ces données pour les pharmaciens. Alors, pour les médecins, c'est un article qui est disponible sur notre blog. N'hésitez pas. J'en profite pour répondre à une question à laquelle Charlotte vient de répondre sur le chat. C'est que nos podcasts sont disponibles, sont accessibles sur notre site internet ainsi que sur Spotify. Si vous tapez Meditup, vous pouvez les trouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On fait un peu d'autopromo. Mais voilà, sur les données pharmaciens, on n'a pas les formats préférés. Et avez-vous une idée du temps qui pourrait être consacré à la formation? Comme on l'a précisé, hein, je crois, c'est que ils vont accorder du temps. Maintenant, voilà, il faut des formats courts, utiles, qui répondent à un objectif. Il faut des choses qui soient simples. Maintenant, le temps qu'ils vont pouvoir y consacrer, chaque pharmacie, chaque pharmacien va pas accorder le même temps en fonction de son engagement dans ces nouvelles missions, de la taille de son équipe aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé des pharmacies qui sont sous-staffées et où du coup ces nouvelles missions, elles vont mettre peut-être un petit peu plus de temps à être mises en place au comptoir. Donc il n'y a pas de timing précis à consacrer à la formation. On a juste voilà, le DPC entre guillemets, mais pour les formations à côté du DPC, ça va vraiment dépendre du pharmacien en tant que tel. Il faut savoir aussi que le pharmacien titulaire, en tant que chef d'entreprise, il a une obligation d'avoir un plan de développement continu pour son officine et ses équipes. Donc, c'est aussi comment vous allez pouvoir amener via votre promotion ces messages de créer un référent à l'officine, parce qu'il n'y a pas que le pharmacien dans l'officine, il y a aussi les préparateurs, et selon les équipes, ils vont aussi pouvoir dire, bon, bah, très bien, telle personne, on va la désigner spécialiste sur telle partie, et donc du coup ça va être la référente sur cette pathologie dans l'officine. Donc il y a aussi cet axe-là sur lequel vous pouvez essayer de jouer, de leur voilà, ça ne va pas être toute l'officine ou toujours la même personne qui va aussi se former, ça va être potentiellement une personne différente de l'équipe à chaque fois selon la thématique. Et au niveau du temps consacré, tout dépend en fait de la thématique, puisque comme je vous disais, alors c'est du DPC, donc ils ont cette obligation de formation, mais on a des programmes qui durent plus ou moins longtemps. On a des DPC qui font les 3 heures minimum pour être pris en charge, et on en a qui vont faire du 7 heures. Donc, et on a autant d'apprenants sur du 3 heures que sur du 7 heures. Donc, c'est vraiment plus une question de thématique et d'intérêt qu'ils vont avoir sur la partie de temps qu'ils vont y consacrer. Et bien entendu, plus vous amenez un format impactant et court, et plus ils vont pouvoir y consacrer ce temps au final. Super. Merci beaucoup, Guenièvre, pour tes compléments et toutes tes réponses. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci pour les questions que vous nous avez adressées. Nous restons à votre disposition. Nous vous enverrons le support, le replay, les coordonnées de Guenièvre Darbord, chef de produit formation chez Alliance Healthcare France. Et nous vous souhaitons une très bonne journée, puis un très bon week-end par la suite. Merci encore à toutes et à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci Guenièvre. Merci.